Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut mes chers camarades. L'actualité internationale, c'est la visite de Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien aux États-Unis. Il fut longtemps traité en paria par les Occidentaux, accusé d'avoir commandité l'exécution du journaliste opposant Jamal Khashoggi en 2018. Mais pour Donald Trump, Mohammed Ben Salman est intouchable. You're mentioning somebody that was extremely controversial. A lot of people didn't like that gentleman that you're talking about. You don't have to embarrass our guest by asking a question like that. Quels sont les enjeux de cette rencontre au sommet? La signature d'un accord stratégique de défense, MAOUS, et la contribution au nucléaire civil saoudien, la reconnaissance de l'État d'Israël arrachée par l'Arabie saoudite, la paix au Proche-Orient sous l'égide de Donald Trump. On en débattra ce soir avant de vous retrouver, Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Vous pétillez, vous? Écoutez, je vais voir si je pétille. En tout cas, dans le cadre des tromperies sur les eaux minérales, Elisabeth, la justice vient de décider que l'eau Perrier peut utiliser l'appellation eau minérale naturelle. Et donc, retour à la source. Mais qui était ce monsieur Perrier? Oui, il y avait un monsieur Perrier, on le verra tout à l'heure. Oui. Et avec vous, Marie? Moi, je vous emmène en Angleterre, où la chasse à courre est interdite. Qu'à cela ne tienne, maintenant, certains chiens courent après des humains, des marathoniens. Et il paraît que c'est très sympa. Des marathoniens? Vous allez voir. Je comprends rien. À tout à l'heure. Pour commencer, à la veille de la Journée internationale des droits de l'enfant, place au témoignage d'une jeune femme de 23 ans qui se qualifie de survivante, car enfant, elle a été violentée physiquement, sexuellement et psychologiquement au sein de sa propre famille. Emma Etienne lutte désormais avec son association Speak pour aider les enfants maltraités, réduits au silence. Rappelons qu'il y a 160 000 victimes mineures de violences sexuelles chaque année en France. On en parle tout de suite avec elle. Emma Etienne, bonjour. Bonjour. Je vous présente Anne Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir. Vous avez fait paraître cet ouvrage qui est un mélange de témoignages et de propositions pour faire en sorte que les enfants maltraités, violentés, abusés puissent déjà le dire, parler, enfants sous silence chez Payot. Et précisément, le silence, c'est un dilemme. Vous le dites à un moment donné dans cet ouvrage, tu te tais, tu as une famille, tu parles, tu n'as plus de famille. Oui, c'est ça. Et c'est ça le cœur vraiment du problème. C'est-à-dire que la famille, c'est quand même dans notre société quelque chose... il faut surtout pas y toucher, quoi. Et c'est vrai que parler des violences qu'on subit ou quoi, à l'intérieur de la famille. À l'intérieur de la famille, c'est s'exposer à une solitude extrême. C'est ça, le clair-obscur, comme vous dites. Exactement. Ouais. On va développer et on va évoquer avec vous ce qui vous est arrivé de façon pudique, évidemment, après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras. Okay. Emma Etienne, dans Enfants sous silence, vous vous attaquez aux violences subies au cœur de ce que vous appelez ironiquement la sacro-sainte famille. Alors que la Journée internationale des droits de l'enfant se déroulera demain, comment protéger les jeunes maltraités, comment les aider à parler et à se faire entendre? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. Vous débutez votre livre ainsi. J'ai été victime de violences intrafamiliales pendant 17 ans. J'ai subi des violences physiques, psychologiques et sexuelles pendant toute mon enfance. Ma parole a été silenciée et bafouée. À l'âge de 11 ans, vous en parlez au personnel de votre collège, mais personne n'entame la moindre démarche. À 17, vous vous adressez à la gendarmerie. Votre famille vous traite de folle et parvient à vous faire interner 4 mois en psychiatrie. Puis, vous êtes placé à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Dans un foyer, un éducateur a profité de mes traumatismes pour abuser de mon corps. Aujourd'hui, vous avez 23 ans. Je pense qu'on ne se remet jamais vraiment de toutes ces choses-là et puis c'est encore très récent, donc j'ai un quotidien pas facile, mais du coup ma façon de me battre aussi contre tout ça, c'est de m'engager. En 2020, vous fondez en effet l'association Speak, parler en français, destinée à accompagner les enfants et les jeunes adultes victimes de violences. Pour permettre à la parole d'émerger, vous organisez des sorties bowling, des balades ou des rencontres avec des auteurs de BD. On fait des activités pour désinstitutionnaliser le recueil de la parole, parce qu'aujourd'hui on voit encore trop de moments où la parole se libère et ça se passe dans un bureau ou dans un truc hyper institutionnalisé, donc les jeunes, généralement, c'est compliqué pour eux. Dans votre livre, vous revenez sur les nombreuses solutions qui permettraient d'améliorer la vie de ces jeunes. Et vous évoquez aussi la première vague de libération de la parole avec Eva Thomas, son livre « Le viol du silence » en 1986 et son témoignage dans l'émission Les Dossiers de l'écran. On utilise tous les mots, pétrifiés, hypnotisés, je ne pouvais pas bouger, mes larmes sortaient mais je ne pouvais rien dire.
Près de 40 ans plus tard, vous écrivez « Voyons ces enfants, croyons-les, accompagnons-les, protégeons-les, ne les laissons plus jamais seuls dans le silence ». Oui, et Emma Etienne, qui mieux que vous pour fonder cette association Speak et pour, d'une certaine façon, tenter de libérer la parole des enfants et des mineurs par l'empathie active, puisque vous êtes passé par là. C'est ça aussi un des principes de votre association. Oui, c'est un des principes fondamentaux, c'est que vraiment on veut faire de la paire aidance, donc c'est-à-dire d'être les personnes concernées qui aident les personnes concernées. Et là, l'idée c'est pas de dire aux enfants, c'est pas de leur lâcher toute notre histoire traumatique parce que c'est absolument pas éthique. Mais par contre, c'est plutôt de dire, écoute, j'entends ce que tu me dis, je comprends ce que tu dis, et je voulais juste te dire que t'es pas seule parce que moi aussi j'ai vécu dans la solitude, dans la peur. Et je comprends vraiment ça, quoi. Vous avez vécu dans la solitude, dans la peur. Vous vous dites à un moment donné, à 11 ans, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais en mourir. Oui. Et puis il y a quelque chose qui s'est déclenché des années plus tard, à 17 ans. Ça a été notamment la lecture. Oui, Poil de carotte, Jules Renard. C'est les journaux de Jules Renard, surtout. C'est les journaux. C'est les journaux, ouais. Ouais. Oui, parce que dans ces journaux, Jules Renard, il dit qu'on ne sera jamais malheureux tant qu'on a des livres à lire. Et c'est une phrase qui m'a déclenchée un peu de me dire, mais mon Dieu, mais en fait, si je meurs, je ne pourrai plus jamais lire de nouveaux livres. Et c'est un peu ça qui a fait que j'ai voulu partir. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, je ne veux pas... dans ma vie, en général, je ne veux pas témoigner de moi, ce que j'ai vécu. Je veux surtout être concentrée sur les enfants d'aujourd'hui, quoi. Parce que moi, c'est foutu pour mon enfance, donc autant faire quelque chose pour les autres, quoi. Mais tout de même, comment vous expliquez que vous n'avez pas été entendu, vous, dans ce que vous avez subi, par ceux qui sont vos interlocuteurs dans le système scolaire? Comment vous l'expliquez? Je pense qu'il y a un énorme manque de formation quand même dans la société. C'est-à-dire que par exemple dans le milieu scolaire là, que vous évoquez, il y a quand même, ils sont très peu formés les profs et c'est pas c'est pas un problème de personne, c'est un problème de système. Les moyens sont pas mis pour que l'enfance soit protégée et on est quand même dans un déni sociétal énorme, quoi. C'est-à-dire que on sait un peu par-ci par-là qu'il y a des violences, mais en réalité, on n'en parle pas. Enfin, on ne met pas les pieds dans le plat de dire voilà ce que vivent les enfants et voilà ce à quoi on contribue en nous taisant, parce que finalement, nous taire, c'est participer, quoi. Donc, voilà. Emma Etienne, dans votre livre « Enfance sous silence », vous dites qu'il y a 2 tabous parmi les tabous. Il y a celui des violences sexuelles féminines exercées sur des enfants, sur des mineurs, et il y a les violences sexuelles sur enfants perpétrées par des mineurs. Et vous ajoutez, moi, dans ma famille, c'est une femme qui s'est livrée à des violences psychologiques, physiques et sexuelles sur moi. Ça, c'est l'angle mort, le tabou absolu. C'est un gros tabou. Je voudrais quand même dire que dans les statistiques, c'est pas majoritaire du tout, les femmes qui agressent, mais il y en a... 10% à peine. C'est moins en vrai. Selon la Civis, c'est 96% d'hommes et 4% de femmes, mais en vrai, je pense que... parce que c'est beaucoup plus difficile d'être entendu aussi quand la personne a été agressée par une femme, donc je pense que voilà. Mais c'est quand même majoritairement un problème patriarcal, les violences, c'est un problème de domination, c'est quand même les hommes, beaucoup, qui perpétuent ces violences-là. Et voilà, et la question des enfants qui agressent, les enfants qui agressent, c'est toujours des victimes. La plupart du temps, c'est quand même beaucoup ça. Qui ont eux-mêmes été agressés, vous voulez dire, par le passé, c'est ça, et qui ont été agressés et qui perpétuent parce qu'ils connaissent que ça. Donc forcément, eux, c'est la normalité, quoi. Vous venez de parler de la Civis, on va évoquer avec vous et avec Anna des mineurs victimes de violences sexuelles qui se confient plus facilement à d'autres jeunes, évidemment, et c'est la Civis des jeunes. Oui, c'est ce qui ressort en tout cas des travaux de la Civis des jeunes. La Civis, donc commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Cette commission, elle est spéciale, elle a été créée en 2024 par la Civis et elle réunit 15 jeunes qui sont victimes ou non de violences sexuelles pour réfléchir à des mesures pour lutter justement contre ces violences à hauteur d'enfants ou d'adolescents. Alors, ils sont âgés de 14 à 17 ans, ils viennent d'un petit peu partout en France et ils ont travaillé, ces jeunes, ensemble pendant 6 mois et ont formulé 23 recommandations qui ont été présentées l'été dernier à l'Assemblée nationale. Alors, parmi celles-ci, ils demandent la création d'un permis de père aidance, vous en parliez tout à l'heure en début d'émission, pour pouvoir recueillir comme il se doit les confessions d'un copain, d'une copine qui se livrerait de manière spontanée à raconter son histoire sur les abus sexuels subis. Ça peut être en soirée, à la récré, dans un bus scolaire. Et donc, ces jeunes, ils préconisent des formations en milieu scolaire pour les élèves qui sont volontaires et qui seraient donc encadrés par des psychologues ou des infirmières scolaires. Est-ce que vous aussi, vous pensez que les jeunes sont les personnes les plus à même de recevoir les témoignages des victimes ?
Je ne sais pas si la question, c'est vraiment une question de jeunes. Je pense que c'est beaucoup la péridance. Donc, ça peut être des personnes qui sont plus âgées et qui vont avoir vécu ce genre de choses. En revanche, moi, ce contre quoi je me battrais, j'espère toujours, c'est de laisser ces personnes-là sans aucun accompagnement, parce que du coup, ça pourrait aussi amener à des problèmes qui sont absolument non éthiques. Enfin, des trucs qui, je ne sais pas, moi, par exemple, quelqu'un qui va aller cracher ses traumas... pour dire, et puis ça arrive beaucoup quand même, bref. Mais du coup, je pense que ça nécessite un vrai accompagnement et ça, c'est pour ça que la Civis, là, ils ont fait un travail génial. Super travail. Alors, il y a beaucoup de questionnements, Emma Etienne, autour de l'aide sociale à l'enfance. Il y a même des gens comme le lanceur d'alerte et ancien enfant placé, Elias Loufoque, qui dit il faudrait renationaliser l'aide sociale à l'enfance. Vous avez été placé et à 18 ans, quand vous êtes devenu majeur, on vous a éjecté, car c'est comme ça, c'est la règle, et vous vous êtes retrouvé quasiment à chercher de la nourriture dans les poubelles. Livré à vous-même, sans personne pour vous aider à vivre et à survivre. J'ai quand même eu un entourage amical génial. Sans cet entourage, ça aurait été compliqué. Ouais. Et puis, je pense que je me suis toujours attachée aux études et c'est ça qui me tient encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je me dis, en fait, si je lâche, j'ai pas mon master, j'ai pas machin, donc c'est important. Je pense que c'est ça qui m'a tenue. Mais en fait, sur l'aide sociale à l'enfance. Sur l'aide sociale à l'enfance, c'est vrai que il y a un gros problème sur la question des contrats jeunes majeurs. Donc, les contrats jeunes majeurs, c'est les contrats qui sont créés pour après la majorité. Parce qu'en fait, on se dit, ça y est, 18 ans, les jeunes peuvent partir. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. En moyenne, en France, c'est 23 ans. Les jeunes partent à 23 ans de chez leurs parents. Mais les parents, ils sont encore derrière, après 23 ans. Enfin, j'ai des copains à 31 ans, ils appellent encore leur papa quand ils ont un problème de douche ou quoi. Nous, on n'a pas ça, quoi. Donc, Génération Tanguy. Non, mais c'est un peu... Non, mais on est très autonome, enfin. Il y a ce chiffre glaçant, Emma Etienne, un enfant sur 2 qui dénonce des agressions à un membre de sa famille n'est pas suivi ensuite par l'aide sociale à l'enfance ou par le système. Quelle serait la mesure pour vous à prendre de toute urgence, si vous en aviez une, à exposer, à demander au pouvoir public ? Je pense qu'il faudrait que ce soit inscrit dans la loi qu'il y a très peu d'allégations mensongères, donc il faut qu'on croie les enfants. En fait, je pense que ça doit partir de là. Parce que si on reste dans ce truc de oui, mais parce que j'en parle dans le livre de Outreau, oui, mais il y a eu le procès d'Outreau, vous regardez, les enfants peuvent mentir. Si on reste encore là-dedans, en fait, on ne va pas vouloir aider les enfants parce qu'on ne commencera pas par les croire. Et donc, je pense qu'il faut inscrire dans la loi, croyons les enfants et protégeons-les vraiment, quoi. Emma Etienne, vous avez par moments une ironie acide, notamment quand vous évoquez la sacro-sainte famille. Et on se dit, vous avez 23 ans, est-ce que peut-être, malgré tout, néanmoins, dans l'avenir, vous pouvez envisager de fonder une famille et d'avoir vous-même un ou des enfants? Non, mais c'est... c'est marrant. Question qui vous a encore à cette question. Merci de me la poser à la télé. Non, en vrai... je pense que si un jour j'ai une famille, ça sera une famille un peu... recomposée. Oui, avec des personnes que j'adopterais, des animaux. Voilà. Très bien. Mais... Merci Emma Etienne. Merci à vous. On va rappeler le numéro, le 119, n'est-ce pas? Ce numéro 119, Allô, enfance en danger. Yes. Accessible 24 heures sur 24, 24 heures sur 24. 365 jours par an, puisqu'on est à la veille de la journée internationale. Et il ne faut pas qu'on pense aux enfants qu'à la journée des droits de l'enfant. Il faut tous les jours. Tous les jours. Merci Emma Etienne. Et je rappelle, Enfants sous silence chez Payot. Merci infiniment. Merci. On va passer à notre débat, ça n'a rien à voir, sur les enjeux de la visite somptuaire de Mohammed Ben Salman, le prince héritier saoudien aux États-Unis, reçu comme un allié crucial par Donald Trump. Qu'attend-il de cette visite au-delà des avions de chasse américains? L'Arabie saoudite pourrait-elle enclencher une sorte de processus de paix au Proche-Orient en reconnaissant l'État hébreu, autre allié des États-Unis, et quid d'ailleurs de la reconnaissance de la Palestine, réclamée aussi par l'Arabie saoudite aux États-Unis? Débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Face à la presse hier dans le bureau ovale, Donald Trump a sorti les griffes pour défendre son ami le prince saoudien Mohammed Ben Salman, interpellé par une journaliste. Your Royal Highness, the U.S. intelligence concluded that you orchestrated the brutal murder of a journalist. Why should Americans trust you? Who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. You're mentioning somebody that was extremely controversial. Things happen, but he knew nothing about it, and we can leave it at that. You don't have to embarrass our guest. Un invité qui a toujours nié toute implication dans le meurtre de Jamal Khashoggi. Exilé aux États-Unis, l'éditorialiste a disparu le 2 octobre 2018 dans l'enceinte du consulat saoudien à Istanbul. Des écoutes des renseignements turcs ont révélé qu'il y a été assassiné
et démembré par des agents venus d'Arabie Saoudite. Complaisance ou pragmatisme? 7 ans plus tard, Donald Trump réhabilite publiquement le prince saoudien, avec qui il a conclu d'importants accords. Promesse de vente d'avions de combat à Riyad, coopération renforcée dans le domaine de l'énergie nucléaire civile et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui est un jour spécial. La coopération économique entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique est désormais plus vaste et plus large dans de nombreux domaines. Mais sur le plan diplomatique, Donald Trump n'a pas réussi à convaincre Riyad de rejoindre les accords d'Abraham sur la normalisation des relations entre pays arabes et Israël. Depuis des mois, le Royaume pose ses conditions. Cette normalisation ne peut se faire qu'à travers la création d'un État palestinien. Notre position n'a jamais changé. Alors, entre réhabilitation et business, jusqu'où peut aller la complicité entre Donald Trump et Mohamed Ben Salman? Peuvent-ils parvenir à un deal pour la paix au Proche-Orient? Nos 3 invités pour évoquer ces questions. Bertrand Besancenot, bonsoir monsieur. Vous avez été ambassadeur de France au Qatar de 1998 à 2002, puis en Arabie Saoudite précisément de 2007 à 2016. J'ajoute que vous supervisez les dossiers concernant les pays du Golfe pour un cabinet qui s'appelle NSI, dossier de conseil et accompagnement aux entreprises, notamment en Arabie Saoudite. Et vous estimez que Mohamed Ben Salman et Donald Trump partagent de nombreux objectifs communs. Cependant, ajoutez-vous, l'Arabie Saoudite s'émancipe de ce qu'était la tutelle traditionnelle américaine pour défendre ses propres positions. À côté de vous, Hasni Abidi, politologue, spécialiste du monde arabe, bonsoir. Vous avez dirigé le dernier ouvrage collectif Le Moyen-Orient selon Donald Trump aux éditions Éric Monnier. Et Hasni Abidi, vous estimez que c'est une romance qui est en train de démarrer d'une certaine façon entre les 2 dirigeants, Ben Salman et Trump. Tout comme Donald Trump, Ben Salman maîtrise très bien l'art du deal. Leur objectif, à tous les 2, c'est de créer un environnement propice aux affaires au Moyen-Orient. Et Patricia Alémonière, bonsoir, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Selon vous, l'Arabie Saoudite n'est pas dans le camp des Occidentaux, elle parle à tout le monde, elle se tourne vers ceux qui offrent le plus. Ben Salman est pragmatique, veut réussir la transition de son pays vers le 21e siècle et il veut avoir accès à la technologie américaine, entre autres. Et on démarre le débat avec le chiffre du jour, Benjamin. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman donc promet 1000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis, comme Donald Trump le réclamait, au-delà donc des 600 milliards avancés en mai dernier. Un chiffre astronomique, mais au contour très flou pour l'instant. Mais tout de même, Hasni Abidi, 1000 milliards de dollars d'investissement, c'est le prix en quelque sorte de la réhabilitation diplomatique de MBS par Donald Trump ? La réhabilitation a été déjà en marche, mais il fallait un petit peu concrétiser en quelque sorte cette relation. Il faut rappeler que le 600 milliards promis lors de la première visite de Donald Trump en Arabie Saoudite, Washington se plaint parce que les Saoudiens n'ont pas versé un centime, parce qu'ils veulent d'abord les projets. C'est cette visite qui va concrétiser les 1000 milliards, mais selon plusieurs étapes. Est-ce qu'il a été réhabilité? C'est un retour en grâce spectaculaire. La cérémonie montre que Donald Trump voulait montrer d'abord aux Saoudiens, aux Américains, mais aussi à la communauté internationale, qu'aujourd'hui, la relation entre les 2 pays, elle est au beau fixe. Bertrand Besancenot, comment le grand diplomate que vous êtes et qui connaissait si bien les arcanes du Moyen-Orient décrypter les images qu'on a vues où Donald Trump évoque Khashoggi comme un personnage controversé et fait ce cadeau à Mohamed Ben Salman de quasiment dire il est hors de question de mettre en cause mon ami Ben Salman. Comment ça a l'air d'avoir même surpris les Saoudiens, peut-être même Ben Salman lui-même. Je ne suis pas sûr, parce que pour les Saoudiens, c'est une affaire du passé, si je puis dire, qui n'est jamais évoquée en Arabie Saoudite même. S'agissant de la réhabilitation, il ne faut jamais oublier que le prince avait de mauvaises relations avec l'administration Biden, alors qu'au contraire, il a d'excellentes relations avec l'administration Trump. Donc, si vous voulez, c'est un non-sujet entre eux, et on peut dire que, de toute façon, le président Trump ne s'intéresse pas beaucoup à la question des droits de l'homme, de toute façon. Bon. Donc, la question, à mon avis, ne se pose pas sérieusement, et la réaction du président Trump n'est pas la première fois qu'il le dit. On sait très bien que le prince héritier a dit ouvertement
qu'il assumait la responsabilité puisqu'il était dirigeant, mais qu'il n'avait pas donné l'ordre. Et effectivement, il n'y a pas de pistolet avec la fumée. Bon. Donc, si vous voulez, on est dans un cas de figure où, effectivement, pour les opinions publiques occidentales, l'affaire Khashoggi reste quelque chose qui est bien entendu dans les mémoires. En revanche, dans la réalité des rapports entre États, et notamment entre ces deux pays, où on peut dire que ni le président Trump, ni le prince héritier ont des gens qui ont un affect particulier. Donc je crois que ce sont des adultes consentants. Enfin, on parle d'affect, mais Patricia Lémonière, tout le monde se dispute la bienveillance de MBS. Il était accueilli en grande pompe également à l'Élysée il y a 1 an à peine. Oui, alors pour répondre à votre question, je vais repasser par cette amitié entre Trump et MBS. Elle est ancienne. Chaque fois, Donald Trump fait son premier voyage à l'étranger en passant par l'Arabie Saoudite. Trump 1, Trump 2. Chaque mandat. Chaque mandat. Qu'est-ce qu'ils partagent ensemble? Ils partagent une même vision du monde. Une vision transactionnelle, sans état d'âme. Demain, le prince saoudien signerait les fameux accords d'Abraham, dont on va sûrement reparler, cette espèce de grand projet trumpien de communauté économique moyen-orientale avec Israël et l'Arabie saoudite. Il signerait sans problème. Simplement, là, il est un peu embêté parce que sa population ne le suivrait pas. Mais ce sont donc des hommes pragmatiques, des hommes qui n'ont aucun état d'âme et... Simplement, à l'inverse de Donald Trump, qui a besoin du Proche-Orient, beaucoup plus qu'on ne le pense pour faire ses deals et ses affaires, MBS, lui, eh bien, il est prêt à acheter, à marcher avec tous ces... D'où ces rencontres avec Emmanuel Macron aussi, qui est le courtier 2022-2023. D'où l'accueil avec tapis rouge qu'il fait avec Xi Jinping aux Chinois, d'où ces visites à Moscou, enfin, d'où les accueils pour les Russes, et aussi d'où sa réconciliation, entre guillemets, avec les Iraniens. Alors c'est vrai qu'en même temps, on se pose la question, vous le disiez, que ce sont deux businessmen qui sont visiblement à ce niveau faits pour s'entendre, parce que pour eux, pour les deux parties, c'est d'abord des intérêts économiques qui sont majeurs. Oui, ils sont très importants et je dirais que Mohamed Ben Salman n'est pas du tout intéressé par jouer un rôle extraordinaire sur la scène internationale. Il a mûri depuis sa première visite. Il sait que s'occuper des dossiers internationaux, c'est tout de même un coût très important sur la stabilité de son pays. C'est pourquoi il mise sur la technologie, sur l'intelligence artificielle. Il veut vraiment que son pays diversifie ses ressources. Il est allé chercher des puces, c'est ça qu'il veut avoir aux États-Unis. Des puces interdites à d'autres pays. C'est ça qui est important. Lesquels? Par exemple, tout ce qui est électronique, etc., le semi-conducteur américain, il veut que l'Arabie Saoudite abrite des usines sur place. Donc on sait que les Israéliens sont mitigés et certains Américains, ils ont dit attention, on s'approche un petit peu de la Chine. Donc il veut vraiment diversifier et il sait que le coût finalement de stabilité est très important. MBS a des projets importants. Il n'est toujours pas roi. Il l'aimerait bien. Son père est roi, c'est ça, rappelez-le, c'est son père, lui. Le roi Salman, il a quand même eu droit à une cérémonie digne d'un roi. Il veut sécuriser son intronisation, il veut sécuriser ses projets, c'est très important. Expo universelle, 2030, la Coupe du Monde, 2034, où tout le monde a voté pour lui, et bien sûr l'application de cette vision 2030. Tous les projets de MBS passent par un seul chemin. C'est la stabilité et la sécurité d'Argile. Ça veut dire aucun missile et aucun conflit dans la région. Sinon, qui c'est qui va aller en Arabie Saoudite? Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna les projets, notamment immobiliers, de Dar Global et de la Trump Organization. Oui, une relation basée sur le business, on va le voir. La veille de la rencontre entre Donald Trump et MBS à Washington, le promoteur immobilier saoudien Dar Global a annoncé un nouveau deal aux Maldives avec la Trump Organization, qui, je le rappelle, est dirigée par les fils Trump, Donald Jr. et Eric. Alors, il est question d'y construire là-bas donc un resort de luxe sous la marque Trump International. Mais ce n'est pas tout. Depuis l'élection de Trump, au moins 4 projets immobiliers ont été annoncés en Arabie Saoudite entre la Trump Organization et Dar Global. Il y a ce giga-complexe d'hôtels, de commerces, de bureaux avec un grand parc type Central Park à hauteur de 63 milliards d'euros dans la ville historique de Darija, où Donald Trump s'était d'ailleurs rendu lors de sa visite dans les pays du Golfe au mois de mai. On voit la photo ici. Et puis il y a aussi cette nouvelle tour baptisée Trump Plaza à $1 milliard dans la ville côtière de Jeddah. Ce sera donc la deuxième tour après la Trump Tower qui avait été annoncée en décembre 2024. Et il faut savoir qu'à chaque fois que la marque Trump est accolée à un projet, eh bien, ça génère des droits de licence. Et l'année dernière, Dar Global a versé près de $22 millions à la Trump Organization, dont une partie revient
directement au président lui-même, selon le New York Times. Bertrand Besancenot, est-ce que quand même il n'y a pas un risque de conflit d'intérêts ? Écoutez, il a répondu lui-même parce qu'on lui a posé la question, comme vous pouvez l'imaginer. Des vilains journalistes. Lorsqu'en réalité il avait fait sa visite officielle dans le Golfe, effectivement, il avait cité toute une série de contrats, mais sans rentrer dans le détail. En revanche, effectivement, les gens avaient un peu regardé et s'étaient rendu compte qu'une partie des contrats, et notamment les contrats immobiliers, eh bien, ceux que vous avez cités d'ailleurs, eh bien, se faisaient avec le holding Trump. Bon. Donc, encore une fois, dans cette partie du monde, si vous voulez, il n'y a pas la même séparation qui existe chez nous entre les affaires et les affaires d'État, entre guillemets. Et donc, ça paraît assez normal. Aux États-Unis aussi. Aux États-Unis aussi, c'est ça qui nous étonne tous. Donc, ça ne choque personne, ni aux États-Unis, ni dans le Golfe. Bon. Donc, alors, effectivement, ça ne correspond pas tout à fait à nos critères, mais c'est une réalité. Donc, on le sait, ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu, justement, cette espèce d'amalgame entre les affaires et les affaires d'État. Mais donc, Patricia Lémonière, aujourd'hui, diplomatie et business, c'est absolument indissociable. Pour ces deux pays-là. Aux yeux de Donald Trump, ça l'est. Witkoff l'a répété. Steve Witkoff, qui est son conseiller, etc. Jared Kushner a répondu exactement à ces mêmes questions en disant il n'y a absolument aucun conflit d'intérêts, aucun rapport vis-à-vis familiaux qui pourrait poser problème. Mais dans ce business actuel, on comprend qu'effectivement, le prince saoudien, lui, c'est pas facile en ce moment pour lui, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pense que les fameux 1000 milliards, je pense qu'ils n'arriveront jamais aux États-Unis. Déjà, Trump 1, il avait promesse d'investissement, c'est ça, la promesse d'investissement. Trump 1, il avait déjà promis, le prince saoudien, plus de 450 milliards. Je crois qu'il y en a que 150 qui ont été au final investis. Donc, entre les promesses... Mais ce que Trump aime, c'est les annonces, c'est les chiffres. C'est pour se glorifier de ramener autant d'argent aux États-Unis. Mais là, si vous voulez, je pense qu'effectivement, les 1000 milliards ne seront pas investis, d'autant que le prince fait face à quand même des difficultés financières. Le dollar n'est pas du tout au prix qu'il devrait être pour financer les méga projets qu'il y a en Arabie Saoudite. Le dollar devrait être à 110 dollars le baril, alors qu'il tourne autour de 60 et parfois en dessous. Oui, le pétrole. Le pétrole, le baril de pétrole. Oui, deux rapides réactions. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec Patricia. Il ne faut quand même pas oublier une chose, le PIB de l'Arabie Saoudite est à peu près de 1000 milliards. Donc, s'imaginer que l'Arabie Saoudite va investir 1000 milliards aux États-Unis, c'est-à-dire l'équivalent de son PIB annuel, naturellement, est une vue de l'esprit. Bon, cela étant, donc ça a été rappelé, lors de la première visite, il n'y a qu'une partie qui a été réalisée, et je sais que en Arabie Saoudite, ils ont pris l'habitude, le prince héritier a appris depuis sa prise de fonction, et donc il sait très bien ce qu'il faut dire au président, il le fait, il le dit, ça ne veut pas dire naturellement que ceci sera réalisé, et il y a peu de chance. Pour le moment, les Saoudiens investissent d'abord chez eux. J'aimerais dire qu'il y a une double entorse. Une double entorse. Hier soir, on a assisté à une démocratie qui est abîmée. D'abord, la journaliste qui pose des questions importantes sur Jamal Khashoggi et sur justement ce mélange de genre, conflit d'intérêts manifeste. Il n'y a rien à dire là-dessus. Fake news. Et donc, ça veut dire qu'on est en train d'abîmer comme un pouvoir important, le pouvoir des médias, des journalistes. Et c'est scandaleux. En revanche, on est allé très loin, puisque l'émir du Qatar a offert un avion. Donc il n'y a pas plus que ça. C'est un conflit d'intérêts. C'est proche de corruption passive à Donald Trump. C'est-à-dire, Donald Trump, s'il n'était pas président, est-ce qu'il aurait eu les mêmes avantages pour, justement, avec Dar Global? Impossible. Et donc, ça, c'est important, c'est qu'il y a un usage financier qui se fait. Certes, il a une diplomatie transactionnelle, commerciale. On comprend, dans les pays du Golfe, les princes, les émirs et les rois, le pays leur appartient. Ils font ce qu'ils veulent. Mais les États-Unis, c'est un État démocratique. Il y a une séparation de pouvoir et c'est un élément très intéressant. D'ailleurs, les démocrates le disent, c'est dangereux. Et alors, pour séduire MBS, et dealer avec lui, Donald Trump est prêt même à augmenter l'arsenal militaire de Riyad, quitte à fâcher son autre grand allié israélien. Écoutez le président américain à nouveau. A deal. They're going to purchase F-35s. We make, by the way, the best military equipment. You saw that during the Iran little skirmish. Are these the same ones that are being used by the Israeli military? I think it's going to be pretty similar. Yeah. How will that this is a great ally, and Israel's a great ally. And I know they'd like you to get planes of reduced caliber. I don't think that makes you too happy. I think they are
both at a level where they should get top of the line. Top of the line. Les F-35 sont bien sûr des avions de combat, Patricia Lemonnier, parce qu'il faut bien rappeler qu'en fait l'Arabie Saoudite a besoin d'être soutenue dans sa défense. Elle n'est rien seule aujourd'hui. La sécurité en théorie saoudienne est assurée depuis pratiquement une trentaine d'années après sa création. Souvenez-vous de cette rencontre entre le roi saoudien et Roosevelt, Theodore Roosevelt, qui revenait en 1945 de Yalta. C'est à partir de là, dit la légende, que les Américains ont assuré, garanti la sécurité de l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens et je serai brève, sont revenus un peu sur cette garantie quand ils ont reçu des missiles et des drones sur leurs installations pétrolières en 2018. Sans intervention des Américains. Sans intervention américaine. Donc là, ils ont besoin ils veulent ces F-35 dans leur rapport aussi avec Israël, mais il faut pour les F-35 que le vote soit à la Chambre. Et là, donc, c'est pas encore totalement garanti. On peut leur dire oui, d'accord, mais il faut quand même qu'il y ait un vote derrière. Ouais. Hasni Abidi, derrière, il faut que les accords d'Abraham soient signés. C'est en tous les cas aussi transactionnel. C'est ce que demande Donald Trump à Mohamed Ben Salman. Rappelons que ces accords d'Abraham, c'est la reconnaissance d'Israël demandée par le président américain pour une coopération économique dans le cadre d'une pacification de la région. Les deux dirigeants ont réussi une prouesse diplomatique, c'est dissocier la vente des F-35 de la normalisation, de processus de normalisation. Mieux encore, on avait entendu tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères qui parle de la solution à deux États, d'ailleurs, qui a été reprise par le président Macron. Aujourd'hui, les Saoudiens se contentent plutôt d'un processus, c'est-à-dire un processus qui déboucherait sur l'État palestinien. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas signer les accords d'Abraham pour l'instant. Un processus de paix, parce qu'ils ont quand même une audience. Il y a une rue saoudienne qui est acquise à la cause palestinienne, et donc ça deviendrait très grave. Donald Trump, il n'a pas de problème là-dessus. C'est-à-dire, lui, pour vendre ses avions, il est prêt, et le processus attendra. Cela dit, les Israéliens ne sont pas très mécontents de la relation avec l'Arabie Saoudite. Les avions israéliens peuvent traverser le ciel saoudien, l'espace aérien, et l'Arabie Saoudite a montré une grande bienveillance. Tous les sommets organisés, l'Arabie Saoudite a plutôt calmé le jeu, et donc Israël ne peut pas demander mieux. Sur cette question des accords arabes. Oui, mais c'est-à-dire, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'initiative arabe de paix qui date de 2002 est une initiative saoudienne au point de départ. Donc la reconnaissance d'Israël est quelque chose qui est prévu de toute façon, mais à certaines conditions. Donc la position saoudienne, il faut lui reconnaître, a une parfaite constance, c'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas un État, enfin en tout cas... Une reconnaissance. Un processus menant à la reconnaissance d'un État palestinien, il ne peut pas y avoir un État d'Israël. Ça pourrait influencer Donald Trump ou pas, puisqu'il est transactionnel, ce président américain. Est-ce qu'il pourrait être sensible aux arguments de MBS? Il y a deux choses qui l'intéressent, le président Trump. La première, c'est de faire du business, on en a parlé. Et la deuxième, c'est d'être fait prix Nobel de la paix. Mais pour être prix Nobel de la paix, il faut qu'il y ait effectivement l'extension des accords d'Abraham. Et les Saoudiens ont parfaitement compris, ce sont de très bons négociateurs. Ils ont très bien compris que là, ils avaient une carte à jouer, ils la jouent. Il y a le retour, sauf que le plan arabe de 2002, il parle de retour au 67. Et on est très loin du retour des 67. Exactement, de 1967. Aujourd'hui, nous assistons à une annexion rampante de la Cisjordanie. Donc c'est une autre histoire dans le cadre de notre débat ce soir. Alors, une archive justement pour passer à un autre sujet. Trump n'est pas le seul à faire les yeux doux à Mohamed Ben Salman. En décembre 2022, vous le savez bien mieux que nous, Xi Jinping faisait le voyage à Riyad pour y rencontrer le prince héritier. Regardez. Xi Jinping à son arrivée à Riyad, accueilli par des avions de chasse de l'armée saoudienne aux couleurs de la République populaire de Chine. L'Arabie saoudite a sorti le grand jeu pour le président chinois, reçu en majesté par le prince héritier Mohamed Ben Salman. Avec à la clé la signature d'une série d'accords économiques pour une somme globale colossale de 28 milliards d'euros. La proximité affichée de Mohamed Ben Salman avec Xi Jinping, le grand rival des Américains. Un nouveau coup de canif dans la relation déjà abîmée entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Patricia Lemonnier, on voit que l'Arabie saoudite joue aussi la carte chinoise, ce qui peut-être aussi peut aiguiser les appétits américains dans une cas d'une rivalité entre la Chine et les États-Unis. On est dans un monde où on n'est plus bipolaire et donc les États émergents, parce que l'Arabie saoudite fait partie des grands États émergents, eh bien, ont décidé de
parler et commercer avec tout le monde. Si les Chinois peuvent leur offrir sur un plan nucléaire ce que les Américains ne veulent pas, ils vont aller faire avec les Américains. Ils vendent beaucoup de pétrole aux Chinois, il faut le rappeler aussi. Ils vendent beaucoup de pétrole aux Chinois. On a bien vu, rétropédalage des Américains, tac, ils sont prêts à signer un accord sur le nucléaire. On pourrait parler de l'accord stratégique avec le Pakistan, qui est très important, qui a été signé aussi. Voilà, ils sont prêts à tout et c'est la tendance qui se passe au niveau de tous ces nouveaux pays qui deviennent des grands acteurs sur la scène internationale. Bertrand Besancenot, on était très surpris d'apprendre que le mandarin était la deuxième langue étrangère enseignée dans les collèges en Arabie Saoudite, après l'anglais, le mandarin. Donc, avec une arrière-pensée commerciale, économique, de soft power. Bien sûr, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'effectivement, la Chine est, comme dans beaucoup d'autres cas, le premier partenaire commercial de l'Arabie Saoudite. C'est le premier acheteur de pétrole. C'est aussi, il y a une coopération extrêmement forte sur le plan technologique. Les Saoudiens sont intéressés par la technologie chinoise. Et puis, l'Arabie Saoudite entend faire du plurialignement, comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Indonésie. C'est-à-dire, ils tiennent à la fois à préserver un partenariat stratégique fort avec les États-Unis. Ils en ont besoin sur le plan sécuritaire et sur le plan technologique. Mais en même temps, ils ne veulent pas... il y a une forme d'émancipation, il faut le reconnaître, qui est un phénomène d'ailleurs général. Et l'Arabie Saoudite joue ses cartes. Alors, elle veut à la fois exploiter tous ses atouts à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne faut pas oublier, elle a adhéré à l'organisation de Shanghai. Sa coopération pétrolière avec la Russie dans le cadre de l'OPEP+, est une réalité. Et donc, elle joue ses cartes. Parce qu'elle prévoit aussi la fin du pétrole dans 60 ans. C'est ça qui est assez... qu'on sait peu, l'Arabie Saoudite n'aura peut-être plus de pétrole. Donc, elle doit jouer aussi cette carte diplomatique plurielle, au point d'avoir aussi des relations avec les Russes. Et en février, elle a accueilli des pourparlers entre Russes et Américains sur l'Ukraine, à Hasni Abidi. Se propose médiateur. L'Arabie Saoudite est le premier pays arabe à avoir fait une donation pour l'Ukraine, pour la soutenir. 500 millions. Absolument. Et le premier pays qui a reçu le président ukrainien pour un discours devant le sommet arabe. La diversification, elle est très importante parce que les Saoudiens n'ont pas oublié deux choses. Première chose, sous Trump 1, justement, deux installations pétrolières d'Aramco ont été touchées par les Houthis. Les Américains n'ont pas branché, n'ont rien dit à vous. Les Houthis, qui est une menace importante pour l'Arabie Saoudite. Et Trump, à l'époque, il était président. Il a dit ils n'ont qu'à payer. S'ils veulent notre protection, ils en ont payé. La deuxième avertissement, c'est l'attaque contre le Qatar. Donc attention, les Saoudiens, ça reste des douans marchands, et donc ils savent très bien, il y a toujours une méfiance qui s'installe. Et le Qatar, grand intermédiaire dans les négociations. C'est pour ça qu'ils veulent diversifier ce parapluie sécuritaire. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. C'était absolument passionnant. On a appris énormément de choses. Merci encore. Dans un instant, l'actualité vue par Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Nestlé jubile car sa marque Perrier peut continuer à vendre ses bouteilles sous le qualificatif précieux d'eau minérale naturelle, ce qui était contesté par UFC. Que choisir la sauce UFC, que choisir. Et au Royaume-Uni, les opposants à la chasse à courre prennent la place des proies, les chevreuils, les renards, les petits lapins, enfin les lièvres plutôt, pour alerter. Mais d'abord, l'expression vedette du jour, ensemencement des nuages. L'Iran y a recours pour lutter contre la canicule, pardon. Ils lancent leurs opérations d'ensemencement des nuages. La technique d'ensemencement des nuages. Ensemencement des nuages. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Ensemencement de nuages, du latin semen, graine et nubes, nuée, traduction de l'anglais cloud seeding, désigne une technique de modification climatique destinée à déclencher artificiellement des précipitations. Le 15 novembre, l'Iran a annoncé avoir effectué des opérations d'ensemencement de nuages pour juguler l'absence de pluie. Frappé par une sécheresse catastrophique, Téhéran hack les nuages en leur injectant un produit censé provoquer de la pluie. L'eau contenue à l'état gazeux dans le nuage a besoin, pour devenir liquide et arroser les roses d'Ispahan, d'un noyau de condensation, rôle que peut jouer par exemple l'iodure d'argent pulvérisé depuis un avion. En 1842, le fumeux premier météorologiste national américain entendait brûler des arpents de forêt pour créer une colonne d'air chaud qui déclencherait des précipitations en masse. En 1946, deux chercheurs réussissent l'ensemencement de nuages à l'iodure d'argent en labo dans un freezer. Désormais, 40 pays mettent de petites graines dans le ventre des nuages. Une étude de 2024 estime le boost de pluie après un ensemencement de nuages, variable et incertain, à 5% en moyenne. En 1968, pourtant sans preuve de son efficacité ou innocuité, la méthode avait été utilisée par les États-Unis pour inonder l'adversaire Viet Cong. En 2004, 5 villes chinoises voisines s'étaient mutuellement accusées de vol de nuages.
En pointe sur le contrôle en général, celui du climat en particulier, Pékin dispose d'un bureau des modifications météorologiques. Pour éloigner la pluie lors des cérémonies des JO de 2008, une partie des 37 000 réservistes de son armée de la pluie avait canardé les cumulus avec des obus gavés d'iodure d'argent. Cieux confus chez Confucius. Ah ouais, excellent retournement, Thibault Nolte. Marie Bonisseau, Xavier Mauduit, vos chroniques, et encore une histoire d'eau. Allons-y. Oui, mais sans ensemencer de pauvres nuages. Alors, le tribunal de Nanterre, Xavier, a estimé hier que Perrier peut continuer à utiliser l'appellation d'eau minérale naturelle, ce que contestait l'association UFC Que Choisir, qui parlait de tromperie. Donc, vous allez nous raconter qui était Monsieur Perrier. Mais oui, Monsieur Perrier. En 1898, Elisabeth, un médecin de Nîmes décide à l'âge de 63 ans d'investir dans le thermalisme. Il achète une source à Vergès, ça se trouve dans le Gard. Cette source, elle est connue depuis longtemps, c'est de l'eau gazeuse, les bouillances. Une eau qui était réputée, les gens allaient se rincer le gosier très facilement, et cela pendant des siècles. Mais au 19e siècle, vous savez, on assiste à la privatisation des communs, c'est-à-dire que vu que ça rapporte le thermalisme, clac, c'est confisqué. Et c'est pourquoi sur ce site, sous le Second Empire, est fondé un établissement thermal. Oh, ça ne fonctionne pas vraiment comme prévu. C'est pourquoi en 1898, ce médecin de Nîmes décide de racheter l'affaire. Il va lancer tout ça. Il s'appelle Louis-Eugène Perrier. Et c'est le succès avec lui, c'est ça ? Tranquille, le succès. Non, mais lui, il mise tout sur le côté médical de la chose, parce qu'elle est réputée, cette eau, pour être médicale. Il la vend comme une sorte de médicament. Bon, alors, cette petite affaire vivote tranquillement jusqu'à ce que surgisse dans cette histoire, en 1903, un Anglais, William St. John Hartsworth. Alors, son nom ne nous dit rien, mais à ce moment-là, au Royaume-Uni, tout le monde connaît parce qu'il vient d'une grande famille de magnats de la presse. Son frère dirige le Daily Mail. Et alors, il arrive ici et il commence à s'associer avec ce brave monsieur Perrier qui l'écarte tout doucement parce qu'il n'a pas du tout la même vision de cette société d'eau minérale. Lui, tout ce qui est cure, thermalisme, il s'en moque. On met ça de côté. Il veut produire de l'eau en bouteille. Il veut inonder l'Empire britannique. Et réellement, alors là, il y va à fond avec de la publicité. Publicité qui est diffusée dans le journal de son frangin, c'est bien pratique. Et il présente son eau comme le champagne des eaux en bouteille. Et oui, parce que sa cible, c'est vraiment l'Empire britannique. Alors attention, remarquez cependant qu'il conserve le nom de Perrier. Il conserve le nom de Perrier parce qu'il y a la caution médicale avec la chose. Et puis c'est français, c'est tellement chic. Mais le public visé, c'est bien la clientèle britannique. Parce que les Français, ils ne s'en servent pas de l'eau gazeuse. Les Anglais, ils en ont besoin pour mettre avec le whisky. C'est pour ça qu'en France, à ce moment-là, Perrier, c'est pas vraiment connu. En revanche, vous allez trouver des bouteilles de Perrier sur toutes les grandes tables, je vous dis dans l'Empire britannique, c'est-à-dire de l'Angleterre aux Indes. Et puis alors, succès formidable, parce que Perrier devient fournisseur de la couronne britannique. Donc, Édouard VII, George V, Édouard VIII, qu'on voit ici avec Winston Churchill. Et il faut la bouteille de Perrier pour mettre dans le whisky. Alors, quant à la forme de la bouteille, et ça, c'est drôlement intéressant, parce que la légende de l'entreprise raconte, mais c'est sans doute vrai, que ce pauvre Hartsworth avait des problèmes de jambes. Il avait eu un accident de voiture. Et donc, pour sa rééducation, il utilise comme de la gymnastique, des massues indiennes. Et donc, ces massues-là, l'inspirent pour créer sa bouteille. Formidable. De l'eau qui, je vous le rappelle, à l'origine, pouvait être comme ça, utilisée par les paysans. C'était les communs. Désormais, elle est vendue à coups de massue. Ah, excellent. Alors, histoire géniale. On reste au Royaume-Uni. Oui. Avec vous, Marie. La chasse à courre est théoriquement interdite au Royaume-Uni depuis 20 ans, taillot, mais certains équipages de vétérinaires, puisque oui, c'est ça, à corde et à cri, la chasse à courre, poursuivent des marathoniens. Des gens qui n'aiment pas la chasse à courre. Mais il paraît que c'est absolument, qu'on s'amuse comme des petits fous. C'est mon journal britannique préféré, le Guardian, qui a envoyé un de ses reporters tester donc ce qu'ils appellent la clean boot hunting. Donc, la chasse avec des bottes propres, ce qui est totalement faux parce qu'il y a plein de gadous partout, vous allez voir. Ça ressemble complètement à de la chasse à courre. Donc, il y a tout le tralala, il y a des beaux chevaux, il y a des belles cavalières avec des gants en cuir chiquissimes, il y a un petit verre de Porto au pub de départ. Et puis surtout, il y a plein de gros chiens. Vous savez, plutôt dans Mickey, ce sont des Saint-Hubert. Vous voyez, ces chiens énormes qui s'élancent donc désormais à la poursuite d'humains en chasuble. We've been running about 2 or 3 miles. And the hounds are really close now. We've just been through bog up to our waists. Well, they got us, and I'm still alive, just covered in hound slobber.
Mais ils sont complètement maso. Je l'ai adoré. Apparemment, il a passé une super journée. Être traqué par des chiens m'a procuré une sensation étrangement exaltante. C'est plus excitant qu'un marathon, a écrit ce journaliste. Il a fait 13 km au total quand même pendant sa journée, sans prendre de douche, sans se laver le matin, ni même un coup de petit pchit de déo, parce qu'il faut sentir le plus possible pour que les chiens... L'animal humain. Exactement, parce que les Saint-Hubert vont les retrouver à l'odeur. Alors, ce sont des chiens qui sont utilisés d'ailleurs dans le monde entier pour retrouver des personnes disparues, des criminels, des évadés. Quand ils vous trouvent, heureusement, ils ne vous déchiquettent pas, ils vous lèchent. Voilà, et donc c'est une chasse gentille qui a donc permis à plein de clubs de chasse en Angleterre de se reconvertir. C'est une idée qui a germé parce que, donc, vous l'avez dit, il y a 20 ans, l'Angleterre a interdit la chasse à courre. Et donc, ce club de chasse là que vous avez vu, ils sont basés dans la New Forest, c'est dans le sud du pays. Au début, ils ont quand même perdu quelques membres qui ont dit « Oh, si on arrête de chasser le renard et le cerf, c'est un peu woke, tout ça. » Mais il paraît que maintenant, ils gagnent de plus en plus d'adeptes et qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent pratiquer cette chasse d'humains. Et alors, c'est un truc absolument génial, c'est que du coup, vous avez une fédération de chasse qui a des militants à l'intérieur qui sont anti-chasse. En fait, il y a plein de bénévoles, notamment, qui font partie de la Ligue contre les sports cruels et qui viennent participer à ces journées. C'est l'avenir de la chasse, disent ces participants. Donc l'avenir, c'est jouer à chat avec des chiens. J'ai très envie qu'on essaye. Jouer à chat avec des souris, vous voulez dire la grande réconciliation. C'est ça. Les chasseurs, les prédateurs, les proies, c'est merveilleux. C'est l'amour. Merci à tous. À demain sur Arte, chérie, avec Sophie Calle à 20h05. Tchuss, l'artiste Sophie Calle.